Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier le mouvement dans un plan et nous allons essayer de déterminer les équations horaires du mouvement, c'est-à-dire la position d'un mobile en fonction du temps. Alors, notre référentiel, eh bien, ce sera le référentiel terrestre, supposé galiléen, puisque on va appliquer la deuxième loi de Newton plus tard. Notre système, on va considérer une balle tout simplement, dont le centre d'inertie sera appelé G. Et puis au niveau du bilan des forces, on a le poids, et uniquement le poids de notre objet, qui est égal en relation vectorielle à la masse fois le vecteur intensité de la pesanteur. Alors on va le placer sur le schéma, le vecteur intensité de la pesanteur. On peut le positionner ici. On supposera que dans cet espace, il est uniforme, c'est-à-dire qu'il est égal en tout point de l'espace considéré. Alors on va lancer notre balle avec une certaine vitesse initiale V0, comme ça. Donc V0 est dans le plan OYZ. Alors on travaillera effectivement dans le plan, dans un repère direct OIJK. Et donc V0 est contenu dans le plan OZY. Alors, sans plus attendre, on va appliquer, donc on applique la deuxième loi de Newton à notre système. La deuxième loi de Newton au système. Alors, qu'est-ce que ça va nous donner? La deuxième loi de Newton, elle nous dit que la somme des forces appliquées au système, alors ici la somme des forces, c'est uniquement P, est égale à la masse fois l'accélération du centre d'inertie du système. Donc P, ici, vectoriellement, est égal à M fois AG. Or, P est égal à M fois G. Donc, assez directement, on obtient que l'accélération du centre de gravité ou d'inertie de la balle est égale à G, le vecteur intensité de la pesanteur. Alors, cette expression est importante. On va maintenant projeter cette expression sur les axes, donc O, X, Y et Z. Alors j'ai oublié un tout petit détail, c'est que l'angle formé ici, on va l'appeler alpha entre V0 et l'axe OY. Alors, on va travailler avec cette équation vectorielle et en fait on va la projeter directement, on va la projeter sur les trois axes. Alors cela va nous donner, en projetant, donc on projette cette équation sur bien, OX, OY et OZ. Alors si on revient en arrière, si je projette G, eh bien G va se projeter entièrement sur OZ et on va obtenir, alors attention, puisque G est dans la direction opposée et de sens pardon, opposé à K, donc en projection sur l'axe OZ, on obtiendra moins G. Et puis sinon, G n'a aucune composante sur l'axe des Y. On voit, si on projette G ici, c'est un point. Et n'a aucune composante sur l'axe des X. Si on projette là derrière, c'est un point également. Donc, on obtient au final, sur OX, on obtient que l'accélération du centre d'inertie sur l'axe des X est nulle. L'accélération du centre d'inertie sur l'axe des Y est nulle. Et l'accélération du centre d'inertie sur l'axe des Z est égal à moins G, puisque G et K sont de sens opposés. En intégrant ces équations, alors l'étape d'avant c'est quand même de dire que l'accélération du centre d'inertie sur l'axe des X, c'est par définition la dérivée de la vitesse du point G donc sur l'axe des X par rapport au temps. Ici de même, c'est la dérivée de la vitesse du point G sur Y par rapport au temps. Et là, c'est la dérivée de VGZ par rapport au temps. Alors, en intégrant ce système, on va obtenir
On obtient quoi? Eh bien, ici, on voit que la dérivée de Vx par rapport au temps est nulle, donc ça veut dire que Vgx est constante, donc Vgx c'est égal à K1, on va l'appeler K1 cette constante. De même pour Vgy, on va l'appeler K2 la constante, et puis pour Vgz, attention maintenant, eh bien lorsqu'on dérive Vgz par rapport au temps, on obtient une constante, donc tout simplement l'expression obtenue c'est moins Gt plus K3. Alors on peut vérifier hein, si on dérive cette expression par rapport au temps. Ici il nous reste moins g, K3 est une constante. Donc on obtient bien moins g en dérivant VGZ. Alors K1, K2, K3. K1, K2 et K3 sont des constantes qu'on détermine grâce aux conditions initiales. Alors les conditions initiales, c'est ce qui se passe à t égale 0. Alors je vais prendre une nouvelle page. À t égale 0, on a la vitesse en gx. Eh bien, si on projette le vecteur, v0 à t égale 0 sur l'axe des x, on n'obtient rien. Par contre, suivant l'axe des y, lorsqu'on va projeter v0, on obtiendra v0 fois cos alpha. Et si on doit le projeter sur l'axe des z, on obtiendra v0 sinus alpha. Donc si je reviens ici, Vgx est égal à 0, alors à t égale 0, t égale 0, voilà, puisqu'on est aux conditions initiales, c'est égal à 0, c'est égal à K1, Vg de y maintenant à t égale 0, c'est égal à la norme du vecteur V0 fois cosinus alpha, plus, et donc ça, pardon, c'est égal à K2, oui. Et puis Vg suivant l'axe des z, à t égale 0, on a vu que c'était égal à V0 fois le sinus de l'angle alpha, et c'était aussi égal à K3. Alors pourquoi c'est égal à K1, K2, K3? Parce que si je me place ici à t égale 0, ici je vais avoir Vg à z égale 0, à t égale 0, est égal à K3. Donc au final, on obtient le système suivant, Vg suivant l'axe des x égale 0, Vg suivant l'axe des y égale V0 cos alpha, et puis Vg suivant l'axe des z est égal à V0. Alors attention parce que il manque un petit. Est égal à moins gt plus V0 sinus alpha. Voilà notre système. Alors, on peut remarquer déjà que la vitesse suivant l'axe des y, c'est-à-dire la vitesse suivant cet axe-là, sera une vitesse constante et égale à V0 cos alpha. En revanche, ici, la vitesse va évoluer. Si on se place à t égale 0, on aura une vitesse qui sera positive. Et puis quand t va augmenter, le facteur là va augmenter. Et comme il est négatif, eh bien, il va prendre l'ascendant à un moment sur celui-ci. Et donc on va avoir une vitesse positive au début, on va monter, puis une vitesse négative ensuite, on va descendre. Alors, ici, je peux rajouter la définition d de Vgx, c'est tout simplement la dérivée de la position en fonction du temps. Ici, c'est la dérivée de y en fonction du temps. Et ici, on obtient la dérivée de z en fonction du temps. Alors, comme tout à l'heure, en intégrant ce système, on obtient bien quelque chose qui, quand je dérive égale 0, encore une fois, x est égal à une constante, K'1, y maintenant est égal à... Donc lorsque je dérive y, j'obtiens une constante, donc ça va être égal à cette constante V0 cos alpha t plus quelque chose, K'2 plus une constante, et puis z
il va être égal à, alors lorsque je dérive z par rapport au temps, j'obtiens moins gt, donc une primitive de moins gt, c'est moins 1 demi de gt2, de gt carré, plus cette partie constante ici, il suffit de rajouter la variable, donc v0 sinus alpha t, plus encore une fois, une constante k'3. Alors, lorsque ici j'ai trois constantes, et ces trois constantes, encore une fois, donc k'1, k'2 et k'3, on les détermine grâce aux conditions initiales, c'est-à-dire on regarde ce qui se passe à t égale 0. Donc à t égale 0, on a x, à t égale 0 qui est égal à 0. En fait, notre mobile, il est situé à l'origine de notre repère. Donc y de même à t égale 0 égale 0. Et puis z à t égale 0 est égal à 0. Donc ça, c'est égal à k'1. Ça, c'est maintenant égal à k'2 et ça c'est égal à k'3. On peut regarder sur la page précédente ici, lorsque je prends t égale 0, j'obtiens directement y égale k'2 et ici lorsque je prends t égale 0, j'obtiens 0, 0 ici, donc z égale k'3. Et donc au final, j'obtiens le système x de t égale 0, donc on n'a rien dans le plan suivant l'axe des x, donc le mouvement est plan. Y de t égale V0 cos alpha t, et puis Z de t est égal à moins 1 demi de gt carré plus V0 sinus alpha t plus 0. Et donc ces trois équations sont les équations horaires du mouvement, c'est-à-dire qu'elles donnent les coordonnées de la balle en fonction du temps.